Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sevrage tabagique. Alors, c'est une thématique que je ne fais plus vraiment en individuel parce que voilà, j'ai choisi de me focaliser sur d'autres thématiques qui, comme vous le savez, sont les troubles alimentaires dysfonctionnants, les troubles du comportement alimentaire dysfonctionnant et les psychotraumas. Donc, le sevrage tabagique, j'ai un peu mis de côté. Ceci dit, j'ai des patients que je vois depuis un moment et qui me demandent de les aider dans leur arrêt du tabac. Donc là, je le fais avec plaisir. Et d'autre part, si vous êtes intéressé, une fois que vous aurez vu cette vidéo, si vous êtes intéressé par un sevrage tabagique en groupe, ça c'est quelque chose que je peux mettre en place. Donc là, il ne faudra pas hésiter à m'en faire part en commentaire ou alors vous me contactez pour me le demander. Donc, aujourd'hui, une thématique sur le sevrage tabagique, à savoir que avec ce patient, j'avais déjà fait des séances d'hypnose dans l'idée un peu séance d'hypnose assez hard pour amener un sevrage tabac hyper rapide, donc une séance arrêt direct. Et ça n'avait pas vraiment fonctionné, on n'avait pas eu les effets escomptés. Et là, cette personne revient en me disant oui, j'aimerais quand même arrêter de fumer. Donc, je vois un petit peu comment l'aider. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ma formation en sevrage tabac, c'est un mélange entre de l'hypnose et des stratégies comportementales. Donc ça aide quand même lorsque l'hypnose n'apporte pas les résultats rapides que l'on aimerait. Du coup, j'ai posé plusieurs questions à ce patient. La première question, c'est: fumez-vous toujours la même marque de cigarette? Il me répond oui, et c'est d'ailleurs le cas pour la majorité des fumeurs. La deuxième question, c'est: combien de cigarettes par jour vous fumez? La réponse, c'était 15. La question suivante: parmi les 15 cigarettes que vous fumez par jour, lesquelles sont des cigarettes plaisir? Donc les cigarettes plaisir, ce sont les cigarettes que quand vous l'allumez et que vous prenez la première bouffée, ça vous fait « Ah, ça je l'ai bien mérité, celle-là elle me fait du bien ». La réponse à cette question pour mon patient, c'était qu'il y avait deux cigarettes plaisir. Donc sur les 15, 2 cigarettes plaisir, principalement en fin de journée. Donc là déjà, ça veut dire que 2 cigarettes plaisir, ça veut dire qu'il y en a 13 ou c'est autre chose. Ou finalement, c'est peut-être juste devenu des habitudes et j'y reviendrai par la suite. Et puis la dernière question, c'est: qu'est-ce que la cigarette vous apporte? Et là, d'emblée, le patient m'explique que la cigarette l'aide à calmer le côté nerveux et va plus loin en me disant: j'ai quand même tendance à intérioriser tout, même les petits tracas du quotidien. Donc c'est une personne qui va tout garder à l'intérieur d'elle-même et pas beaucoup extérioriser ce qu'il ressent. Donc ça, ce sont les 4 questions qui vont me permettre d'établir la stratégie comportementale que je vais proposer aux patients. Quelle est cette stratégie? Donc, je vous l'ai dit, là, je ne mise plus vraiment sur l'hypnose, je mise sur donc des stratégies comportementales. La première chose que je lui propose, c'est que, étant donné que ce patient fume toujours la même marque de cigarette,
je lui demande, avec son autorisation évidemment, donc ce n'est pas que je demande l'autorisation de la personne, ceci dit, je m'assure quand même que la personne est prête à jouer le jeu. Si je lui propose des tâches comportementales et que cette personne me dit bah non, moi je fais pas ça, bon ben voilà, on passe à autre chose, c'est pas la stratégie à adopter. Donc cette personne est d'accord et je lui propose de changer de marque de cigarette à chaque nouveau paquet qu'il entame. Ça c'est la première chose. Et vraiment aller dans tout ce qui existe en termes de marques de cigarettes, les light, les pas light, les filtres, les sans filtre, les toutes fines, les cigarios s'ils veulent, voilà. Mais changer de marque à chaque nouveau paquet de cigarettes. Qu'est-ce qu'on essaye de faire là c'est en fait de casser les habitudes. Casser les habitudes, parce que la personne me l'a dit. Dans les 15 cigarettes qu'elle fume sur la journée, il y a 2 cigarettes plaisir et il y a 13 cigarettes maximum qui sont des cigarettes qu'elle allume par habitude. Et parmi ces cigarettes, il y a des cigarettes où la personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Elle se retrouve avec la cigarette allumée entre ses doigts à prendre des bouffées, sans même s'être rendu compte qu'elle avait sorti la cigarette du paquet, qu'elle avait allumé avec le briquet, etc. Donc, c'est vraiment des comportements qui sont devenus des habitudes. Ça veut dire que, au niveau de l'influx nerveux, de l'espèce de courant électrique qui passe dans tous nos neurones, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de réfléchir. Le geste qui va jusqu'au paquet de cigarettes, sortir la cigarette, l'amener à la bouche, allumer le briquet, tout ça se fait tellement automatiquement, ce sont des autoroutes tracées au niveau de l'influx nerveux, au niveau des séquences comportementales. Ce sont des habitudes. Et on va venir, le but avec les tâches comportementales, c'est de venir casser ces habitudes. Premièrement, avec le fait de ne plus acheter toujours la même marque de cigarettes. Pourquoi ? Mais simplement parce que la personne, elle va peut-être au magasin, elle ne réfléchit même pas. Elle arrive au magasin, elle appuie sur le bouton de sa marque de cigarette, le paquet tombe, elle le prend, elle le met dans son caddie. Point. Elle ne réfléchit pas plus que ça. Elle va à la librairie, elle a toujours les mêmes phrases. Un paquet de Marlboro, s'il vous plaît. Oui. Et c'est tracé. C'est tracé. Ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est de venir casser ces autoroutes d'information et mettre autre chose à la place. La première chose, donc, comme je vous l'ai dit, c'est changer de marque de cigarette à chaque nouveau paquet entamé. La deuxième stratégie, qui est donc aussi au niveau de casser les habitudes, ça va être sur les cigarettes. J'ai demandé à la personne, donc vous avez la cigarette, je vais demander de tracer un cercle au milieu de la cigarette. Donc on imagine, vous avez le filtre ici, vous avez la cigarette et on trace un cercle au milieu. Quand une personne commence une cigarette, elle doit fumer la cigarette jusqu'à la ligne qui a été tracée. Et à ce moment-là, elle éteint la cigarette. Si elle n'a plus envie de fumer une fois qu'elle a éteint, ok, on met la cigarette pour plus tard. Si elle a encore envie de fumer, on attend minimum 5 minutes. Après les 5 minutes ou plus tard, si la personne a de nouveau envie de fumer, elle doit rallumer le mégot, la demi-cigarette qui avait été éteinte auparavant. Là, on est à moitié dans le fait de casser les habitudes, parce que, ben oui, en général, on
on allume la cigarette et le temps de fumer la cigarette, c'est quand la cigarette est à la fin qu'on termine l'action. Donc là, on casse les comportements habituels. En même temps, on est un peu dans une stratégie de dégoût, puisque rallumer une cigarette qui a été éteinte auparavant, c'est pas bon. Donc voilà, là les fumeurs vont m'apprécier parce que ils savent que c'est pas bon. Donc là, on est un peu dans un mix de stratégies. Ensuite, sur quoi j'ai travaillé ? J'ai travaillé sur le dégoût, on en parlait, hein, le mix dégoût-comportement, casser les comportements. Et je me suis intéressée à la cigarette plaisir. La cigarette plaisir, donc pour rappel, il y en avait 2, c'était plutôt en fin de journée. La cigarette plaisir, elle dit bien ce qu'elle dit, ça amène du plaisir. Quand on l'allume et qu'on prend la première bouffée, on se dit « Ah, celle-là, je l'ai bien méritée ». Eh bien, on va venir casser ça aussi, puisque j'ai proposé aux patients qu'à chaque cigarette plaisir, ils fument la cigarette jusqu'au bout et il en rallume tout de suite une derrière avec le mégot de la première. Si la deuxième cigarette amène également du plaisir, il en rallume une troisième avec le mégot de la deuxième et ainsi de suite. Alors, autant vous dire qu'en général, il n'y a pas plus que 2 cigarettes, hein, puisque la deuxième cigarette doit également être fumée jusqu'au bout. Là, on est dans du dégoût, hein. On cherche à amener du dégoût parce que je ne suis pas certaine que beaucoup de fumeurs ont l'habitude de griller comme ça 2 cigarettes, l'une à la suite de l'autre. Alors en plus, le fait de venir rallumer avec le mégot de l'autre, c'est un petit peu, c'est des choses qu'on ne fait plus vraiment, ou alors peut-être que certains le font. Bref, donc là, on est dans 3 stratégies, si je ne me trompe pas. Donc la stratégie de la cigarette plaisir, où on a dégoût et tâche comportementale. La stratégie de changer de marque, où on est dans du comportemental pur. Et la 3e stratégie, qui est de tracer le cercle, où là on est dans un mélange entre dégoût et stratégie comportementale. Donc là je propose vraiment des choses concrètes, 3 choses concrètes à mettre en place donc, entre la séance et la séance d'après. Là ça donne aussi une certaine idée de la motivation de la personne. Si elle revient la fois d'après en disant qu'elle n'a rien fait, c'est peut-être qu'en fait elle n'a pas envie d'arrêter de fumer. Ça, c'est son choix. Il y a aussi la possibilité de travailler sur autre chose. Rappelez-vous, j'ai posé la question « Qu'est-ce que la cigarette vous apporte ?» Le patient m'a répondu que c'était pour calmer le côté nerveux, et il avait précisé qu'il avait tendance à tout intérioriser, même les petits tracas du quotidien, et donc ça voulait dire que ce patient a des difficultés à pouvoir extérioriser ce qu'il pense, extérioriser les émotions. Et ce côté nerveux, il est intéressant parce que énormément de fumeurs pensent que la cigarette les aide à les calmer, à gérer le stress. Alors, c'est à moitié vrai, à moitié faux, dans le sens où, à partir du moment où vous commencez à fumer et que vous faites entrer de la nicotine dans votre organisme, c'est comme si vous veniez créer à l'intérieur de vous des capteurs de nicotine. Ces capteurs de nicotine, quand ils ont leur dose, ils sont contents, mais quand la nicotine vient à manquer dans votre organisme, les capteurs s'agitent et ils réclament. C'est le phénomène de manque. Ce phénomène de manque
amène du stress, de la nervosité. Et quand vous prenez une cigarette, c'est uniquement ce manque qui est comblé. Ça ne vient pas apaiser un autre stress que vous pourriez avoir. Et là, avec ce patient, je lui ai proposé de travailler sur la gestion des émotions. Parce que ce qui se passe, on a un peu analysé les choses, c'est que quand ce patient vit une situation stressante, énervante, il prend une cigarette et il a l'impression de se calmer. Ça veut dire que la cigarette lui sert à quelque chose. Elle a une fonction dans sa vie. Et vous vous rendez bien compte que si on vient lui dire « Eh bien maintenant tu te débrouilles avec ton stress parce que la cigarette c'est fini », ben ça va poser problème. Alors il faut lui apprendre à mettre quelque chose à la place de la cigarette. Et ce que l'on peut faire, alors il y a plusieurs moyens à mettre en place, mais la première chose, puisque en plus de ça, ce patient a tendance à tout intérioriser, c'est de pouvoir lui apprendre à gérer ses émotions. Gérer est un mot que je n'aime pas, parce que c'est finalement considérer que les émotions sont un problème et qu'il faut les prendre à bras le corps et les gérer. Je dirais plutôt accueillir les émotions. Et là, on a discuté avec le patient et je lui ai proposé encore une fois une stratégie comportementale, quelque chose à mettre en place pour pouvoir mieux accueillir ses émotions. Si vous êtes intéressé par cette technique de gestion des émotions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou vous me contactez. C'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une vidéo complètement différente parce que gérer ses émotions, c'est au quotidien. C'est pas seulement quand on veut arrêter de fumer. J'ai des personnes qui gèrent leurs émotions avec la nourriture, mais c'est pareil, d'autres avec l'alcool, d'autres personnes qui ne gèrent pas du tout leurs émotions et arrivent en me disant je suis hypersensible, j'ai des émotions tout le temps et je ne sais pas quoi faire. Donc là, les techniques d'accueil des émotions sont utiles et ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Vous me dites en commentaire si vous êtes intéressé. Donc ça, c'est un peu toutes les stratégies mises en place et j'ai clôturé la séance par un petit moment d'hypno-EMDR. Alors, n'allez pas chercher, hypno-EMDR, ça n'existe pas et ce n'est pas non plus une méthode que j'ai inventée, c'est simplement que moi je mixe les protocoles d'hypnose et les protocoles de MDR. Et donc voilà, je fais un peu ma petite popote pour aider au mieux mes patients. Et donc dans cette séance d'hypno-EMDR, j'ai amené le patient à visualiser les stratégies, donc à visualiser qu'il mettait en place les stratégies et que ça portait ses fruits. Je ne sais pas si vous savez, mais la visualisation est très importante. En hypnose, c'est d'ailleurs comme ça que l'on fait de la préparation mentale avec les sportifs. On leur fait visualiser les choses et le fait de visualiser permet déjà de tracer les autoroutes au niveau de l'influx nerveux, du courant électrique qu'on a dans nos neurones et ça permet du coup, quand on est dans la réalité, les autoroutes sont déjà tracées et ça permet de mettre en place les comportements beaucoup plus facilement. Donc on a fait une séance avec de la visualisation, de mise en place des stratégies et j'ai aussi amené la personne à se regarder en tant que fumeur. Donc vraiment s'imaginer en tant que spectateur de la scène et se voir en train de fumer, voir le comportement. Ça peut être quelque chose de très perturbant de se voir, de voir ce qu'on est, ce qu'on fait lorsqu'on produit le comportement et ça peut amener parfois des déclics assez efficaces.
Donc voilà, ça c'est un peu tout ce que j'ai pu mettre en place avec cette personne. On aurait pu faire bien d'autres choses et il y a d'ailleurs plein d'autres stratégies que l'on peut mettre en place et qui existent. Je vous partage ici finalement ce qui me semblait le plus adéquat pour ce patient en particulier et surtout ce que lui acceptait de faire. C'est toujours très important d'avoir de la cohérence et d'être d'accord sur ce que l'on fait ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me faire vos remarques, à poser vos questions. Si vous êtes intéressé par un groupe de sevrage tabagique, faites-le moi savoir. Si vous voulez connaître des techniques de gestion des émotions, et on barre le mot gestion, on met plutôt accueil des émotions, faites-le moi savoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, activer les notifications, et le troisième, c'était quoi? Je ne sais plus. Bref, soyez présents, soutenez-moi si vous vous en sentez l'envie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!